va commencer par une petite présentation. Renaud, eh bien, tu n'as pas de micro, donc je vais demander à Tristan de présenter le premier. On fait un rapide tour et après on attaque. Bonjour à toutes et à tous, Tristan Vuillier, moi je travaille chez OVH Cloud, donc qui est fournisseur de services cloud et opérateur de centres de données, et je pilote notre stratégie environnementale, donc dans un contexte en pleine croissance, alors pas que chez OVH Cloud, mais dans l'ensemble des services cloud. C'est d'autant plus intéressant de se poser les bonnes questions et de regarder comment on peut avoir de l'impact ou limiter les impacts liés au numérique, de ce point de vue. J'enchaîne. C'est parti. Donc Sabine Crespo, moi je travaille chez Hewlett Packard Enterprise, donc un des leaders mondiaux dans les métiers du data center, infrastructure, réseau et solutions cloud également, hybride. Et donc je suis la chef de cabinet de la filiale française et je suis également l'ambassadrice RSE. Et donc nous on a toute une politique numérique responsable autour de l'économie circulaire dont je pourrais vous parler tout à l'heure. Bonjour, donc, moi je suis Renaud Pavlac, je suis un ancien chercheur INRIA, pour ceux qui connaissent l'INRIA. Et donc je m'occupe principalement de R&D et de développement logiciel. Et accessoirement, j'accompagne le groupe Constellation comme conseil pour leur stratégie de R&D et de financement de la R&D par le crédit d'impôt recherche, et ce genre de choses. Voilà. Merci Renaud. Et du coup, moi je suis Eric Pomera, je suis un des associés fondateurs de Constellation, je suis le CTO au niveau groupe. Je ne travaille pas dans une de nos étoiles qui sont donc nos filiales. Et du coup, je consomme Renaud pour essayer d'établir une stratégie R&D autour du climat qui va nous permettre d'engager vraiment sur tous nos métiers. J'ai aussi participé au premier bilan carbone de Constellation, donc chef de projet en 2019 et 2020. C'était un petit peu rock'n'roll. Alors, après ce petit tour de table, c'est pas facile. Je me suis dit que ce serait peut-être pas mal qu'on... Ah, d'ailleurs, qui était là ce matin? Pardon? Ce matin? Là, enfin ici, mais ouais, en plénière, ouais. Ok, d'accord. Entrez, je vous en prie. On attendait que vous. L'idée, c'était rapidement se souvenir de quelques chiffres qui sont frappants, notamment sur le sujet du numérique. Donc, c'est 4% des émissions mondiales. Alors, je ne vais pas du tout parler des émissions France et tout, parce que je pense que autant la ligne Maginot du carbone, ça n'existe pas. Le carbone, on se le prend tous pour tout le monde. Et quand on émet, c'est pour tout le monde. Du coup, le numérique, c'est 4% des émissions mondiales. Donc, c'est énorme. Hein, c'est déjà plus que le transport aérien privé. Et le gros problème, hein, vous l'avez compris ce matin, c'est que la croissance pour 2040 attendue est de plus de 60%. Donc on est déjà à beaucoup, et a priori on est bien parti pour que ça s'accélère très fort. Sur le sujet du numérique, quand on fait le bilan carbone du numérique, en fait, de quoi on parle? C'est quand même important de remettre les choses dans leur scope. On parle des data centers, dans lesquels on met tout un tas de trucs, dont on va parler plus tard. Donc les équipements, on parle des terminaux, donc c'est tous les terminaux, celui-là, celui que vous avez parfois sur vos genoux, les ordis, et on parle de tout ce qui transite entre les deux. Ça, c'est le bilan carbone du numérique. C'est un peu différent du bilan carbone pendant une DSI, où on va intégrer les allers-retours du personnel, les mètres carrés, tout ça. C'est cousin, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça, c'était pour faire un petit point. Je vais répéter ce qui a été dit ce matin avec beaucoup de justesse. On est sur un sujet qui est très neuf. Tout ça, c'est très nouveau. Renaud pourra nous dire que la recherche démarre. Il n'y a pas de baguette magique. Donc on a essayé de vous faire un atelier le plus concret, le plus actionnable possible pour que vous puissiez repartir avec des petits biscuits pour faire plein de choses très intéressantes chez vous pour le climat rapidement. Mais on n'a pas de baguette magique. Donc je vais sûrement le redire une autre fois pendant l'atelier. En tout cas, vous ne repartirez pas avec le plan d'action et 5% de réduction par an comme c'est prévu tout de suite après l'atelier. Mais on a quand même des bonnes pistes pour vous. Alors on s'était dit qu'on commencerait cet atelier en faisant quelques constats. En fait, en gros, on se dit, il
il y a sûrement des choses que vous avez ou imaginées ou que vous avez démarré. Avec l'expérience de Tristan, Sabine, Renaud, on se dit qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faudrait pas aller. Et il y a quelques constats qu'on voulait partager. Du coup, Sabine, j'y vais, je commence. tu commences parce que toi, comme vous l'avez pu remarquer, on parle ici d'infrastructure avec HP, on parle du cloud avec Tristan. Avec Renaud, on va parler de tout ce qui est développement et de l'applicatif. Et la Constellation, vous l'avez peut-être deviné depuis le début de cette matinée, c'est une ESN. Donc nous, on fait plutôt du service. Donc normalement, l'infra, le cloud, le dev, enfin, les applis et le service, on représente un peu l'IT B2B. C'est pour ça qu'on s'était dit que ce serait intéressant qu'on soit tous à votre disposition pendant cet atelier. À toi. À moi, oui. Sans transition. Oui, moi je voulais vous partager un retour d'expérience. J'en ai profité pour parler aux consultants chez HPE pour voir un peu ce qu'on voyait auprès de nos clients. Finalement, j'ai noté 2-3 choses. La première, c'est qu'il en parlait tout à l'heure, l'intervenant juste avant, les groupes ont des grandes ambitions, ils parlent de neutralité carbone, on le voit sur LinkedIn, donc, plein d'ambitions, donc pas de neutralité carbone, mais de contribution du coup. Non, je dirais ça comme ça. Et finalement, c'est super, il le faut. Il y a bien un moment, ça va descendre dans les équipes, dans vos équipes, pour mettre en œuvre opérationnellement cette réduction d'émissions carbone. Et c'est là où les choses se compliquent en général. Moi, dans les discussions que j'ai eues avec surtout les DSI, c'est qu'ils sont pas outillés aujourd'hui pour faire des bilans carbone de leur SI. Souvent, ils n'ont même pas de budget, ça leur tombe un peu dessus. Je suis référent RSE dans la DSI et voilà. Et je vous parle de clients de banques, enfin de grandes entreprises. Et finalement, le premier, pas erreur, mais le premier écueil dans lequel on peut tomber, c'est que ce qu'on voit, c'est que la gouvernance, le pilotage du SI, il n'inclut pas toutes ces mesures d'empreinte carbone, tous ces KPI qui vont aider à le driver. Et donc, si ça, c'est pas fait, on va avoir tout un ensemble après d'écueils, comme par exemple la surallocation, l'overprovisioning, en français, surallocation, des ressources, aussi bien IT que sur les facilities. On voit que nos clients, ils ont des besoins de redondance, de résilience, etc. Donc la tendance, ça va être d'overprovisionner. Il y a des chiffres qui étaient sortis il y a 2 ans, je crois, qui parlaient d'un taux de 59%. D'overprovisioning. On estime dans un data center moyen dans le monde, je ne sais pas des chiffres France, à 25% le nombre de serveurs zombies. Donc vous voyez bien ce que ça veut dire, des serveurs qui sont branchés, donc qui ont besoin de consommation électrique, qui ont souvent un coût parce qu'ils ont des licences dessus, mais qui n'ont aucun travail utile, qu'il faut refroidir également. 25%, 1 sur 4, c'est assez considérable. Donc voilà sur les sujets sur lesquels c'est important de travailler. Nous, chez HPE, on travaille sur des solutions de consommation à l'usage, à l'instar du cloud public, mais avec les avantages du cloud privé également. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille, où on a vu par expérience que ça demandait beaucoup moins de coûts en termes de TCO. Avec nos clients, on évalue ça à 30%, et d'économie d'énergie également. Et puis, je voulais juste parler d'un autre sujet, si j'ai le temps, ça va qui aussi, il y a une idée reçue dans l'infrastructure qu'il faut prolonger au maximum la durée de vie des assets IT. Parce que c'est plus rentable. C'est pas toujours vrai. Je dis pas que c'est faux, je dis que c'est pas toujours vrai. Il y a un vrai calcul. C'est un peu comme si vous possédez une voiture, un peu comprendre le moment de bascule où ça coûte finalement moins cher, même pour la planète, ça pollue moins, de passer sur une nouvelle infrastructure, une nouvelle voiture en l'occurrence. Et donc c'est ça qu'il faut chercher parce qu'aujourd'hui on peut aussi travailler sur les valeurs résiduelles des assets IT, peu importe les marques, pour pouvoir valoriser ça, les reprendre pour les reconditionner et les remettre sur un marché qui n'a pas besoin des mêmes capacités de calcul, de puissance de calcul, et avoir les technologies qui sont plus efficientes de plus efficientes tout court. Donc voilà, c'est un réel enjeu qu'on voit chez les DSI entre la complexité, le cloud public, le cloud privé, toute l'hybridité autour de ça, les nouvelles technos, l'intelligence artificielle, le machine learning, etc., avec les bons indicateurs, les bons KPI. Voilà. Alors oui, on peut remonter dans les couches. Ce qui est intéressant, et vous en avez parlé un petit peu, c'est aussi cette notion de il n'y a pas de baguette magique et tout est à faire. Alors, c'est dans la recherche, c'est vrai aussi. Et ce qu'on remarque, c'est que l'écosystème Green IT, il est aussi en pleine mutation
Depuis, alors moi, ça fait pas très longtemps que je fais ça et j'étais pas du tout dans l'IT avant, donc j'ai découvert ça. Mais depuis 1 an et demi, ce que je vois, c'est que les DSI ont de plus en plus d'attentes et ont des niveaux de maturité de plus en plus forts. Commencent à se poser la question de leur scope 3, de leur bilan carbone, commencent à nous demander quelle est l'empreinte de mon infrastructure, quels sont les enjeux environnementaux qui sont derrière. Et les niveaux de maturité sont très différents, mais globalement, ça avance très vite. Et donc, nous, en tant que cloud provider, fournisseur d'infrastructures cloud, il faut qu'on puisse être assez agile pour répondre à ces demandes des clients qui sont légitimes. Nous, on fait le même travail, on fait notre bilan carbone, on va demander à nos fournisseurs de composants quel est le poids de chaque composant, scope 1, scope 2 et scope 3. Et alors, je vous le dis, ils n'ont pas fait le scope 3 encore. Et donc, quand des grands composants, des grands fournisseurs de processeurs, de disques durs ou de barrettes de RAM vous disent qu'ils n'ont pas encore fait le scope 3, qu'ils ont des équipes dessus, mais que ça va prendre longtemps, eh ben, nous, on est un petit peu embêtés parce qu'on est obligé de prendre des hypothèses. Mais l'avantage, c'est que ça avance vite et l'écosystème est de plus en plus formé là-dessus. Et un deuxième constat, le cloud, c'est pas les nuages. Ça vaut le coup de leur dire. Il y a des vraies infrastructures, il y a des centres de données, il y a des serveurs qui ont des composants. C'est les mêmes composants que ceux qu'on retrouve dans un téléphone ou un ordinateur. Hein. C'est pas très compliqué. Une carte mère, un processeur, de la RAM, une alimentation, des disques pour le stockage. Et donc tous ces composants, ils ont un énorme impact à leur fabrication. Ça peut représenter de 60 à 90% de l'impact embarqué en fait sur ces composants. Pourquoi 60 à 90%? Ça va dépendre en fait de la localisation du centre de données, parce que si c'est alimenté avec une centrale à charbon qui émet 40 fois plus de CO2 qu'un barrage hydroélectrique, et ben, sur la phase d'usage, ça va se ressentir de manière assez significative. Donc voilà, sur les constats. Et un dernier, posez la question à vos fournisseurs de l'impact environnemental de vos infrastructures. Parce que c'est ça qui fera avancer aussi les choses pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Au final, on parle beaucoup du hardware. On parle beaucoup du hardware parce que c'est ce qu'il consomme au final. Mais le hardware, il est là pour faire tourner du soft. Voilà. Et donc, je vais peut-être parler un petit peu technique s'il le faut, mais le logiciel étant en début de chaîne, c'est lui qui va du coup, s'il est trop gourmand et trop lourd, on parle souvent de fatware pour un logiciel qui consomme trop de ressources, ou de bloatware, parce qu'on utilise trop de logiciels sur la même machine. Donc s'il consomme trop, eh ben, il va falloir des hardware plus puissants, il va falloir renouveler le matériel plus souvent, y compris les terminaux, et on sait que les terminaux, c'est un des gros facteurs d'impact de l'IT. Donc c'est un problème qui n'est pas neuf. Figurez-vous que les chercheurs et les ingénieurs en génie logiciel se sont posé la question depuis longtemps, puisque un monsieur qui est un des pères de l'informatique s'appelle Niklas Wirtz, qui est, pour ceux qui connaissent, l'inventeur du langage Pascal. Je ne sais pas si vous connaissez le langage Pascal. Voilà, très bien. Eh bien, il avait, dès 1995, alerté sur la situation de l'obésité croissante des logiciels, avec son plaidoyer pour le logiciel sobre, on va dire. Et il n'a pas du tout été écouté en 1995. Et j'en veux pour exemple, la suite Microsoft Office, qui entre 1998 et 2019 a multiplié par 170 ses besoins en RAM et par 60 ses besoins en CPU. Donc ça, ce sont des chiffres comme ça, mais il faut imaginer que si vous voulez faire tourner la suite Office sur votre ordinateur personnel, la suite Office d'aujourd'hui, et que vous êtes en 1998, il va falloir que vous ayez au moins 60 PC chez vous pour faire tourner Microsoft Office. Voilà. Donc ça, c'est quand même très préoccupant, parce que c'est à la fois une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que d'un point de vue hardware, on fait d'énormes progrès, on est de plus en plus efficient, mais d'un point de vue soft, on a cette loi qui du coup s'appelle maintenant la loi de Wirtz, qui dit que de toute manière, on a beau faire autant d'améliorations qu'on veut sur le hardware, le logiciel va rattraper en lourdeur largement le hardware, et donc annuler tous les efforts qu'on pourra faire. Voilà. Donc ça, c'est malheureusement une loi universelle qui se vérifie au jour le jour.
en particulier aussi avec les nouvelles technologies. On en a parlé tout à l'heure, les nouvelles choses à la mode comme l'intelligence artificielle, la big data, etc. Où là, le mot d'ordre à une époque, c'était on ne supprime plus de données au cas où ça pourrait servir. Voilà, donc on accumule des données, on entasse des données, on entasse aussi des fonctionnalités, c'est-à-dire que souvent le critère de sélection d'un logiciel par la DSI, c'est plutôt la liste de fonctionnalités et les cases à cocher. Voilà, ça check telle fonctionnalité, donc on est content, donc on prend. En réalité, l'accumulation de ces fonctionnalités mène au fatware et mène à la loi de Wirtz qui nous pose actuellement de gros problèmes. Et si on continue comme ça, eh ben, on aura du mal à gérer et à faire des économies substantielles d'impact. Voilà. Si ça suffit, je pense que je peux m'arrêter là pour le constat. J'avais envie de dire que le constat était assez sobre. Donc merci à tous les trois. Ce matin, il y a des concepts extrêmement importants qui ont été quand même énoncés sur le sujet. Je ne vais pas revenir sur les ressources planétaires. Bon, globalement, si vous avez suivi ce matin, vous savez que c'est assez compliqué. Il y a deux sujets qui ont transpiré ce matin que je trouvais vraiment intéressants. C'est le sujet de la sobriété, qui ne résoudra pas tous les problèmes. Et un sujet qui est un peu concomitant, c'est celui de l'éco-conception. Je vois, Renaud, tu es spécialiste, on en parlera plus tard. Ça ne résoudra pas tout, ça c'est sûr. Et comme on vous l'a dit, ce n'est pas l'idée d'avoir la baguette magique ce soir. On n'a pas toutes les solutions pour vous. Néanmoins, on s'est dit que on allait quand même vous proposer on les a appelés les take-away, des choses que vous pourriez prendre tout de suite, là, aujourd'hui, et que vous pourriez activer chez vous. Alors, je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Le premier truc, et je vous laisserai compléter, c'est qu'évidemment, et on l'a dit et répété, la stratégie pour se mettre un peu en phase sur le sujet de la réduction de l'empreinte carbone, c'est très simple, hein, c'est 3 morceaux. Je te laisse faire le pchit. Bravo. Le premier sujet, c'est évidemment ce que vous devez, là où vous devez être très très bon, c'est le sujet de comprendre. C'est bien le sujet de la sensibilisation et tout ce qu'on a fait de sensibilisation et ce qu'on a fait ce matin. Est-ce que vous ferez peut-être encore plus, et aussi le fait d'embarquer toutes vos équipes. Ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est comprendre. Le deuxième sujet, c'est mesurer. Bon, là, ça se complique un petit peu, mais faire un bilan carbone. Alors, tout le monde n'a pas levé la main tout à l'heure quand je fais le petit sondage. On va le refaire maintenant. Qui a déjà fait un petit bilan carbone de quelque chose? Ouais, quand même. OK. Mais normalement, les gens de Constellation, il ne fallait pas lever la main. Corentin, pourquoi tu as levé la main? Le sujet de la mesure est évidemment un sujet phare. Je vais redire ce qu'on a dit, mais on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc déjà, il faut mesurer. Donc ça vaut pour tout le monde. Et le troisième sujet, c'est évidemment agir. Donc mettre en place des plans d'action et faire ce qu'il y a à faire dans votre périmètre et dans votre histoire et dans votre SI et dans votre organisation pour réduire. Et ça, il y a déjà pas mal de solutions. Maintenant, si on revient un petit peu sur les sujets métiers, peut-être que Sabine... Ouais. À son mot à dire. Tu as peut-être des solutions. Non, je suis évidemment super d'accord avec toi. Moi, j'avais noté, j'avais noté 2 points. Pour toute entreprise, c'est déjà de s'assurer de travailler avec les bons acteurs qui ont une vraie politique, en l'occurrence numérique responsable, intégrée dans leur stratégie. Et pour ça, il y a des moyens tout simples, c'est s'assurer que l'entreprise se fait évaluer par des tiers. Je pense que vous connaissez tous Ecovadis, ou ce type d'organismes d'ailleurs qui vont mesurer, je vais arrêter de dire mesurer, on l'a trop dit, mais d'évaluer les performances sociales, environnementale et de gouvernance. C'est aussi important en ce qui concerne l'infrastructure de s'appuyer sur des écolabels. Il en existe des tonnes aussi dans le monde du serveur, du stockage, de l'infrastructure, comme Energy Star et EPIT, TCO Certified, etc. Et puis aussi de s'assurer que vous travaillez avec des fournisseurs qui sont capables de transparence. On en parlait tout à l'heure juste avant. C'est un point important et je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment challenger, de comprendre comment eux-mêmes travaillent avec leurs fournisseurs.
enfin vers toute leur chaîne de valeur, à quel point ils sont capables de vous donner leur empreinte carbone de ce que vous leur achetez. Et ça, c'est des points qui sont essentiels et que vous devez, je pense, valider en amont. C'est un peu la brique de base, hein, mais je pense que c'est toujours bien de le dire. Et puis, mon autre point aussi, c'est toujours quand vous travaillez avec ces partenaires technologiques comme nous, par exemple, c'est de... toujours garder en tête que les experts, c'est nous, c'est ceux qui vous vendons ces technologies, c'est nous les experts. Et donc, on a une responsabilité dans votre utilisation. Et c'est là où j'en viens un peu à ce qu'on fait chez HPE, où on a une forte conscience qu'on doit accompagner nos clients et nos partenaires dans l'utilisation et dans la consommation de notre offre. Et ça, on le fait à 3 niveaux. Déjà, en fournissant l'IT la plus efficiente possible, avec des programmes d'éco-conception qui existent depuis 1992, un parcours avec notre supply chain qui est audité sur les critères RSE, enfin voilà, tout un ensemble de systèmes qui est très carré, où on prône la transparence, parce qu'on est quand même à la bourse aux États-Unis, donc on a de toute façon ce devoir, et c'est quelque chose qui est très fort dans notre ADN. Et puis après, on parlait de sobriété. C'est aussi comment on va vous accompagner dans nos solutions à consommer l'IT de manière plus responsable. Et c'est là où on va parler de changer de business model finalement. C'est ce qu'on est en train de faire depuis un moment, c'est de consommer différemment, de manière plus responsable. Ça va être de consommer l'IT as a service. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de parler d'usage et non plus de bien. En fait, on vend l'usage IT et non plus le bien. Et on va avoir tout un ensemble de services, de mesures, de surveillance, de gestion de capacité, où on va vraiment aller mesurer en permanence le taux d'utilisation. Et donc, d'éliminer tout ce que je vous disais tout à l'heure, les serveurs zombies, l'over-provisioning, etc. Et donc, c'est vraiment un outil qui va permettre une façon de consommer qui va permettre de tendre vers la sobriété. C'est quelque chose de vertueux juste de nature, puisque HPE va être propriétaire des assets IT. Et donc, on a tout intérêt, ça étend notre responsabilité dans la conception, dans la chaîne de valeur, dans l'utilisation et dans la fin de vie, parce que dans ce type d'offre, la fin de vie est complètement gérée par HPE, qui est un centre de reconditionnement en propre, qui va remettre vos serveurs, vos stockages, peu importe la marque d'ailleurs, qui va étendre le cycle de vie, ce dont on parlait tout à l'heure. Et un dernier point, c'est qu'on les accompagne également avec nos consultants de manière agnostique sur les data centers, justement pour aider à la mesure des carbones sur des périmètres donnés. J'avais une question sur ton point 2, parce qu'il je sais qu'il y a un grand spécialiste du stockage qui s'est glissé dans l'assemblée. Cette idée de limiter le provisioning et la mesure, donc je pense que c'est assez simple pour la partie CPU. C'est vrai aussi pour, par exemple, les solutions de stockage? Oui, bien sûr. Absolument tout ce qu'on vend chez HPE peut se consommer as a service. Formidable. Même le réseau. tout est possible. Okay. Parfait. Merci beaucoup, Sabine. Tristan, éclaire-nous. Merci, Sabine. Alors, tu as dit beaucoup d'éléments qui sont très intéressants. Il y en a 2, je pense, sur lesquels je voudrais revenir. C'est la transparence et la mesure. La transparence et la responsabilité, pardon. On a une responsabilité en tant que fournisseur de services de vous partager et de partager à l'ensemble de nos clients les impacts environnementaux. Alors, c'est compliqué à calculer, ça prend du temps, on n'y est pas toujours, mais au moins d'expliquer où on en est dans cette démarche, comment on peut aller plus loin et comment on les met en valeur aussi, on les met en lumière, parce que c'est pas juste la mesure, c'est pas juste un chiffre de CO2, c'est bien tout l'exercice pédagogique, toute la démarche qui est derrière. Nous, un peu comme chez toi, nous on assemble nous-mêmes les serveurs. Mais à la fin de leur durée de vie, ils reviennent en centre d'assemblage, ils sont désassemblés et les composants sont réparés, réutilisés. Donc c'est aussi, ça a une valeur et ça sert des usages qui ne sont pas ceux de l'intelligence artificielle, parce qu'on a des composants qui sont plus vieux, mais ça sert d'autres usages qui peuvent être utiles à certains publics. Et un autre enjeu sur la mesure, on a beaucoup parlé du bilan carbone, du CO2, tout le monde a fait un bilan carbone ici. Aujourd'hui, il y a un enjeu, c'est d'aller plus loin que le CO2, c'est de regarder les analyses multicritères, parce qu'on a des enjeux très forts liés à l'eau, liés à l'épuisement des ressources, liés à la fin de vie des composants et aux filières de recyclage, on en a parlé ce matin. Et donc, c'est des enjeux qui sont très, très, très complexes. Faire une analyse de cycle de vie, on va regarder 16 ou 40 critères différents pour un impact environnemental. Et ça demande des compétences, ça demande des formations, et il y a de plus en plus d'attentes aussi qui vont arriver. Et je pense que la réglementation aussi va avoir un rôle très fort à jouer là-dedans.
Alors moi je pousse pour que la réglementation soit un peu plus agressive et que ça nous aide aussi à structurer ces enjeux-là au niveau français, au niveau européen, parce qu'on a un coup d'avance sur ces démarches-là. Et donc il faut capitaliser sur le savoir-faire de l'écosystème Green IT aussi au niveau français, qui est je pense, en avance par rapport au reste des pays. Merci beaucoup. C'était bref, pardon. C'était très bien. C'était très bien. Et pareil, j'ai posé une question sur la partie stockage. Et je ne les ai pas vus, mais bon, il y a quand même des experts du data center là. Et il y a une espèce de chiffre magique là dans le data center, le PUE. Voilà, le PUE. Qui en fait, finalement, nous, en étudiant un peu ce sujet-là, puisqu'on a un data center aussi en propre, qui est opéré par Dataction dans Constellation, on a quand même noté que le PUE, c'était pas un truc d'abord magique. Décidément, il n'y a rien de magique dans cette histoire. Et c'est surtout, c'était pas forcément une valeur, je dirais, de référence quand on veut réduire son empreinte carbone. Alors, je sais que tu as un avis sur le sujet. Je voudrais que tu le partages avec nous. Alors, le PUE, c'est quoi? C'est une très bonne question. C'est l'efficacité énergétique du data center. Alors, c'est une valeur qui est au-dessus de 1. C'est le ratio entre l'énergie consommée par le data center et on divise ça par l'énergie consommée par les serveurs. Donc, un PUE de 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai 1 watt qui est consommé par mes serveurs, j'ai 1 watt qui est perdu dans le data center. Alors, il n'est pas perdu, il sert à quelque chose. Mais il va être utilisé pour le refroidissement, pour l'éclairage, pour les bureaux et pour tout ce qui va autour. Il y a plusieurs défis sur le PUE. Déjà, il y a trois catégories de calcul. Où est-ce qu'on prend la source d'énergie de mesure au niveau du serveur, au niveau de la baie, au niveau des UPS. Ça, c'est un premier défi. Un deuxième défi qu'on a, c'est que c'est assez difficile de comparer des acteurs ou des cloud providers avec un PUE uniquement. Parce qu'on prend un acteur qui fait que du cloud public, et ben il va rentabiliser, il va avoir ses serveurs qui sont utilisés avec des très hauts taux d'utilisation. Et donc, il va pouvoir capitaliser très fortement sur toutes ces infrastructures de refroidissement qui vont être autour. Donc, il va avoir un PUE qui va diminuer grâce à la densité. Un peu comme une voiture de covoiturage qui a plus de passagers, ça fait moins de CO2 aux passagers. Alors maintenant, si on prend d'autres cloud providers qui ont aussi des services de serveurs dédiés, qui répondent à d'autres cas d'usage, là, il n'y a pas une maîtrise de la part d'OVH Cloud, en l'occurrence, du taux d'utilisation de ce serveur-là. Et donc, on a une densité qui baisse, de fait, et un PUE qui augmente, alors même que l'efficacité du système peut être aussi bonne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'eau. L'eau, c'est un média qui est utilisé pour refroidir les data centers. Alors, on a tous l'expérience du téléphone ou de l'ordinateur qui chauffe. Il faut imaginer ça à l'échelle d'un data center, c'est phénoménal. Il faut évacuer toute cette énergie. Et donc, il y a énormément d'eau qui est utilisée pour évacuer toute cette énergie. Et l'eau, elle consomme peu d'électricité. On utilise ce qu'on appelle le refroidissement adiabatique, c'est-à-dire qu'on a tous l'expérience d'être un peu humide, il y a un grand soleil, le vent souffle et on a froid, parce que l'eau, en fait, en s'évaporant, en passant du liquide à la phase gazeuse, va manger des calories. Alors c'est ce système-là qu'on utilise pour manger les calories des serveurs. Donc c'est bien beau d'utiliser de l'eau, mais quand on est en cette période de sécheresse ou qu'on a des problématiques d'accès à l'eau. On a parlé de ce matin de conflits d'usage sur les minéraux ou sur l'énergie. Les conflits d'usage sur l'eau vont être de plus en plus présents. Donc il ne faut pas s'arrêter au PUE, il faut aller voir l'eau, il faut aller voir aussi le cycle de vie des composants. Quelle est la durée de vie de mes serveurs? C'est comme un téléphone, un serveur. Hein. Si je le change tous les 6 mois ou si je le change tous les 4 ans, l'impact n'est pas du tout le même. Donc voilà, il faut aller plus loin que juste une valeur de PUE qui n'est même pas forcément comparable. Il faut regarder l'ensemble de l'engagement en fait, de ces fournisseurs. Donc, allez challenger vos fournisseurs, OVH Cloud compris. On est prêt. Moi, je suis prêt à être challengé. On a encore plein de choses à faire et on prend les choses avec humilité aussi parce que la route est longue. Mais allez nous challenger parce qu'on en a besoin aussi pour avoir des arguments aussi avec nos fournisseurs et avec l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Merci Tristan. Renaud, je vais te passer la main. Enfin, le micro. Merci. Du coup, moi, je vais remonter encore sur la partie logicielle, donc tout en haut des couches. Donc, je vais parler d'éco-conception logicielle. L'éco-conception logicielle, c'est quoi? C'est une démarche de développement et de conception surtout, qui consiste à essayer de maximiser l'utilité d'un service, d'un logiciel, tout en minimisant l'autre dimension qui est donc la consommation en ressources ou l'impact de ce service. Alors,
on pourrait croire que cette activité est très, très compliquée et du coup consomme du temps et de l'argent. En réalité, ce que j'aimerais dire déjà ici, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire en premier abord, c'est une activité qui peut être très rentable, au contraire. Et du fait de ce que j'ai raconté tout à l'heure sur la loi de Wirtz, il y a des leviers actionnables qui sont très importants, puisque les logiciels actuellement sont quasiment tous des fatware, parce qu'on a eu une logique de développement de logiciels qui ces dernières décennies, était basée sur sky is the limit et on a des ressources illimitées. Donc ces logiciels ont engraissé et finalement les faire diminuer de taille finalement est pas si compliqué que ça si on se donne les moyens, si on se donne les outils, etc. Donc bon, si on veut s'en convaincre, on peut aller regarder les résultats de l'étude du consortium Green IT qui en 2014 a donné quelques exemples de win-win. Le plus connu étant Facebook, par exemple, qui, grâce à un investissement technologique dans un compilateur de PHP vers C++, a permis en fait, à Facebook de diviser son nombre de serveurs à peu près par 2, ce qui correspond à l'économie toute bête de 100 millions de dollars. Ça a économisé à Facebook la construction d'un nouveau data center. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'investissement technologique, d'innovation en fait, hein, qui nécessite de la matière grise d'un point de vue ingénieur évidemment, hein, mais qui clairement est très rentable pour Facebook encore aujourd'hui. Voilà. Au-delà donc de l'investissement purement technologique, on peut aussi se poser la question des usages, puisque un logiciel, c'est au final pour être utilisé par des personnes, c'est ce qui le rend compliqué d'ailleurs. Donc la question des usages, elle est primordiale pour faire de l'éco-conception. Voilà, donc là aussi, Green IT a montré quelques exemples. On a montré l'exemple du moteur de recherche Bing, où une étude de ressources a montré que les 5 derniers résultats, sur les 20 résultats retournés, consommaient 80% des ressources, 80% de l'énergie, mais que la plupart des gens ne les consultaient pas. Voilà. Donc en étudiant statistiquement l'usage de vos utilisateurs, vous pourrez sans doute déduire des fonctionnalités qui sont là, parce qu'on a voulu qu'elles soient là, quelqu'un a décidé qu'elles seraient là. Mais en faisant une étude d'usage, vous pourrez peut-être trouver en fait, des moyens de les enlever ou de les ingénierer différemment, d'améliorer l'UX du logiciel pour que pour contourner en fait ce genre de puits, de ce qu'on appelle les points chauds en logiciel, c'est-à-dire des points consommateurs d'énergie ou de ressources. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire passer. C'est qu'il s'agit d'une démarche win-win entre finalement les impacts pour la planète et les impacts financiers. Et on peut aussi, si on monte d'un cran, penser à l'industrie allemande, avec un monsieur qui s'appelle Dieter Rams, qui est un designer allemand, qui est très connu puisqu'il a travaillé avec Braun. Et en particulier, il a édicté 10 principes de bonne conception de produits. Dont les 10 principes sont la durabilité, ça doit être long lasting. Un autre principe, c'est less is better. Voilà. Et bien sûr, bon pour la planète. Et tout ça, en fait, ce sont des principes d'éco-conception, finalement. Et donc, on peut pas nier que l'industrie allemande a eu un succès qui a été influencé par Dieter Rams pendant des décennies. Hein. Il est maintenant à la retraite. Hein, mais bon. Et a quand même été bien influencé. Et finalement, le résultat est positif. Voilà. Donc, d'un point de vue financier aussi. Donc, il ne faut pas penser à l'éco-conception comme un investissement qui est perdu, mais au contraire pour quelque chose qui, sur le long terme, va rapporter de l'argent, en particulier parce que, par exemple, si on pense à la data, si on stocke de la data sans se poser la question sur quel support, par exemple, on va la poser,
On va la stocker. Il y a des supports basse énergie maintenant, des bandes magnétiques où on peut stocker la donnée morte ou quasiment morte, faire de l'archivage, etc. Donc tout ça, c'est de l'éco-conception logicielle. Et si on se pose les bonnes questions au départ dans le projet, eh bien, on va économiser assez rapidement parce que, comme je le disais tout à l'heure, la marge de manœuvre est grande. Voilà. Et je crois que j'ai trop consommé et j'ai mangé tout mon temps. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on ne va pas en prendre 50, parce que du coup, il y a beaucoup de pression sur cette histoire de planning. Mais monsieur qui avait levé la main le premier, je vous ai vu. Donc, est-ce que vous voulez vous lever et parler fort pour que on vous écoute? Bonjour à tous. Moi, j'ai une question sur le software particulièrement. Est-ce que le développement maison du software ou du no-code qui est en train d'arriver, qu'est-ce qui consomme le moins aujourd'hui? Parce que ce qu'on a vu, la tendance ces 20-30 dernières années, c'est de softwareiser tout et d'arrêter les développements maison à peu de choses près. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une analyse entre le développement à façon, le software et la nouvelle génération de no-code qui est en train d'arriver? Alors, c'est vrai que, bon, moi, j'ai pas une réponse universelle, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que le développement maison pose un certain nombre de problèmes. Déjà, en particulier, parce qu'on a tendance à redévelopper des choses qui existent déjà, en fait. On a des logiciels open source et beaucoup de logiciels open source qui sont en général très bien conçus et éco-conçus par nature, parce qu'ils répondent à un besoin d'une communauté, un besoin très clair, donc ils sont scopés d'un point de vue fonctionnel, ils ne viennent pas des fatwares en fait, et puis ils sont open source, donc on peut tous vérifier la qualité de ce code. Donc effectivement, le problème du développement in-house, hein, c'est que on se met dans une démarche de réécriture souvent d'un certain nombre de choses qui existent, avec la gestion des bugs. On sait que le problème le bug coûte cher à corriger en termes énergétique aussi. Et tout ça fait que c'est compliqué. Le low-code et le no-code peuvent être justement des solutions intéressantes parce qu'ils évitent justement ce redéveloppement de choses qui existent déjà, de ce point de vue-là. Par contre, évidemment, en montant en abstraction, elles sont des solutions un peu plus lourdes. Mais ça, je veux dire, c'est comme Python, qui est le langage le plus consommateur en énergie du monde. Ça, les benchmarks le montrent. Mais aller développer un algorithme de data science avec du Python, vous ne pouvez pas. Donc la question, elle est de trouver le bon compromis entre le niveau d'abstraction et ce qu'on veut faire. Voilà, et donc de faire une adéquation entre le logiciel et les usages, toujours. Merci Renaud. Une petite deuxième, madame. Bonjour à tous les trois. Tristan, que je connais déjà un petit peu répondu. Il n'y a pas eu de mention d'analyse du cycle de vie qui va intégrer justement cette composante multicritère que Tristan a évoquée. Parce que là, aujourd'hui, les impacts sont très interdépendants. On est dans des systèmes complexes où on doit avoir une démarche systémique, en fait, d'où la complexité, surtout dans notre monde numérique, puisqu'il peut y avoir des moins et des plus. Pour faire un bilan, ça peut aussi y avoir des apports. Donc peut-être, alors Tristan, tu as déjà un peu abordé ce thème-là, mais est-ce que, je pense que chez HP, oui, voilà, dans votre approche aussi de d'éco-conception logicielle, vous intégrez cette dimension analyse du cycle de vie, en fait, parce qu'un logiciel, c'est pareil, il y a un début, il y a une fin, donc comment ça s'inscrit, justement? Il n'y a peut-être pas la réponse, hein, mais je vous rejoins sur la partie... Avant que je te passe le mic, merci beaucoup, c'est vraiment une question extrêmement intéressante et ça rejoint évidemment ce qu'on a vu ce matin sur l'épuisement des ressources et la fin de la récré. Ouais, moi non, c'est sûr. Enfin, c'est bien d'avoir une approche systémique. Ça, moi, je suis tout à fait en phase avec le sujet. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un moment, il ne faut pas non plus que ce soit un frein pour démarrer quelque chose. Donc, je me dis, on l'a vécu chez Constellation, on n'avait pas les fiches ACV de tout un tas de bidules. Et on en a des baquets. Et quand on avait au moins, je dirais, une mesure carbone, on a pris ça. Donc, moi, je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas si, Renaud, je vais te passer le micro pour la partie logicielle. C'est aussi mon conseil. C'est que si vous n'avez pas les fiches ACV complètes, pile poil, léchées comme il faut, mais que vous avez un bout de carbone,
prenez quand même le carbone et vous dites pas, vous mettez le truc de côté. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas l'inscrire. Non, 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 non. En disant là, on a que ça aujourd'hui. Absolument. Vous inscrire dans une stratégie avec une roadmap qui dit que dès qu'on aura l'indicateur, c'est possible. Totalement. La notion de l'eau est très importante. L'interdépendance, aujourd'hui, demain, si vous n'avez plus d'eau, vous n'avez plus rien de tout le reste. Hein. Oui. Oui, je pense qu'on est bien du coup tous en face sur le sujet. Absolument. Alors, il y avait la fresque de la biodiversité au début qui disait on dépend tous de la biodiversité parce que nos entreprises ont besoin de personnes pour travailler et les personnes ont besoin d'être en vie. Donc en effet, si on n'a plus d'eau, on n'a plus grand-chose. Est-ce que Renaud, tu as une réponse très rapide sur le sujet de l'ACV du logiciel? Moi, je reprends le micro. Je ne sais pas, est-ce que tu vas répondre rapidement ou pas? Excuse-moi, je suis très bavard. Le cycle de vie du logiciel, il est assez particulier parce que le logiciel, c'est un bien, c'est immatériel, donc voilà. Mais il est hyper capital parce que le cycle de vie va permettre ces itérations qui vont permettre d'aller mesurer ce qui se passe en production et d'en déduire en fait des actions à prendre pour avoir un logiciel plus vertueux. Donc, vous vous souvenez, il y a ces deux axes, hein, plus d'utilité, moins de ressources. Et donc, en mesurant, on va pouvoir aller jouer sur ces deux axes et itérer. Alors, je vous rappelle que les logiciels de nos jours sont tous développés avec une méthodologie qui est la méthodologie agile. Et on a les outils pour faire ça, en fait. En vrai, on les a. C'est juste qu'on les utilise à mauvais escient. On les utilise pour ajouter de la fonctionnalité, ajouter de la fonctionnalité, ajouter de la fonctionnalité. Si on les utilisait pour éco-concevoir le logiciel, tout serait mieux. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter. Merci beaucoup, Renaud. Malheureusement, non. Le temps nous est compté, Tristan. Mais vas-y, et après je conclus. Très rapidement. Non, se poser la question des usages, en fait, c'est très intéressant. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse, alors ça va prendre du temps, mais de dire pour chaque nouveau projet que je lance, je regarde quel est l'impact du logiciel, de l'infrastructure, etc., qui vont être consommés par ce projet, et l'impact du projet lui-même. Quelle est la finalité que je veux servir? Donc, est-ce que je peux avoir demain un arbitrage en disant tel projet, c'est pour l'optimisation des tracteurs qui vont faire la moisson? Eh ben, ça va économiser tant de CO2 et ça va coûter tant de CO2 de faire ce calcul et cet algorithme et de le faire tourner et de pouvoir avoir un arbitrage. C'est un peu mon rêve, mais on est dans le futur. Là. Et tu m'as presque spoilé ma conclusion. Bien joué. C'est très bien. D'ailleurs, pour que les choses soient comprises, il faut qu'elles soient répétées. Exactement. Du coup, cette fois, merci Sabine. Malheureusement, le temps nous est compté. Bon, personne n'est à la porte. J'ai quand même 1 ou 2 minutes pour conclure. Et après, il faudra foncer au -1 dans l'amphithéâtre, puisqu'on a Fabrice Bonifay qui nous fera la petite conclusion de cette grande journée que j'espère que vous avez trouvée passionnante. Pour conclure, moi, je ne reviens pas sur les sujets techniques. On a fait le tour et merci beaucoup pour votre participation. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose de majeur qui est le sujet de l'écosystème. Donc, vous avez bien vu qu'on ne peut pas faire ça tout seul dans notre coin. Il faut qu'on le fasse ensemble. Il y a des hashtags partout, c'est le hashtag de Constellation. C'est bien le sujet. Donc, challengez votre écosystème. Demandez de la transparence. Ça, effectivement, c'est sûr. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Ouvrez vos chakras. Demandez de l'aide. Demandez de l'accompagnement. Je pense qu'il faut aussi faire ça avec beaucoup d'humilité. C'est certain. La recherche est encore balbutiante. Donc, vous vous souvenez de la baguette magique? Là, on ne l'a pas, ça tombe bien. L'avant-dernier sujet, c'est celui du sens, évidemment. Le métaverse, les registres de type blockchain, l'IA pour les petits chats et les carottes et les choux-fleurs. Franchement, c'est cool. J'étais techno-solutionniste il n'y a pas longtemps. Le dernier point que je veux soulever, c'est celui du sens, mais aussi du courage. Et c'est un appel personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que si vous êtes en mesure de peser dans les actions sur votre SI, dans votre organisation, dans votre équipe, dans votre écosystème, ayez le courage potentiellement de dire non sur un devis qui est -10 mais dans lequel vous n'avez pas de transparence. Sachez dire non aussi peut-être à
un prestataire qui ne s'engage pas. Et sachez peut-être dire non, et ça c'est très très dur. Je sais qu'il y a des gens du coup de l'IT, des DSI, sur certains projets métiers qui par exemple n'ont aucun sens. Et il y en a, hein. Vous savez, il faut que le compteur tourne, donc il faut qu'on bille des heures, donc il faut qu'on s'occupe. Ça c'est compliqué, et ce sera c'est mon dernier mot. Donc voilà, et prenez, je dirais, levez-vous, ayez du courage. Et bien merci surtout pour votre attention. Merci Tristan, Sabine, Renaud. C'était un chouette atelier. Je suis très content d'avoir fait avec vous. Et je vous dis à tout de suite au -1 pour l'intervention de Fabrice. Merci beaucoup. Merci. Merci.